Salut Lilian, Bonjour Jean. donc je suis Jean Robineau, je suis naturopathe et grand amateur des produits de la ruche, grand utilisateur d'apithérapie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lilian pour parler de propolis. Tout à fait. Donc Lilian, si tu peux te présenter. Pharmacologue qui enseigne la phytothérapie, l'aromathérapie et l'apithérapie. Et D'accord. la propolis depuis longtemps a été un de mes sujets d'études préférentielles et un des rares produits que j'utilise pour me soigner les rares fois où je suis malade. Donc on parle de propolis, on a fait quelques vidéos déjà sur les propriétés Mm. générales, donc s'il y a des gens qui veulent s'informer voilà, des propriétés globales de la propolis, je vous invite à aller voir ces vidéos. Mais donc là, l'idée c'est de parler plus précisément de la propolis dans le cadre du Covid Mhm. et de l'infection au SARS-CoV-2. Mhm. Donc assez rapidement, au début de l'épidémie, il y a des personnes qui ont mis en avant la propolis pour travailler sur l'infection virale. Ouais. Quelles étaient les propriétés de la propolis que les gens ont identifiées comme pertinentes au départ? Ouais. Alors il faut rappeler en plus Jean qu'on n'avait rien Non, c'est comme ça. produit à ce moment-là. Ouais, tout à Donc fait. les propriétés pertinentes, c'était l'aptitude de la propolis d'une part d'être un antiviral très connu avec des propriétés tout à fait excellentes, d'être un excellent modulateur immunitaire, qui est susceptible d'agir à la fois sur l'immunité innée, dont l'immunité de nos muqueuses, pour le dire simplement, le nez, là en l'occurrence, ou les poumons, et puis aussi sur l'immunité adaptative, et donc la production d'anticorps, etc. Ces deux immunités sont globalement, dans les situations où il y en a besoin, c'est ça la modulation, augmentées par la propolis. Et puis, des études plus moléculaires, plus d'interaction moléculaire, montraient aussi, dès qu'on a commencé à comprendre que le Covid pénétrait en se fixant sur le récepteur ACE2, etc., il y avait aussi des modélisations d'interaction moléculaire qui montraient que la propolis était, certains des flavonoïdes de la propolis étaient susceptibles d'empêcher le virus de se fixer sur le récepteur, d'activer la protéase transmembranaire, pouvait éventuellement aussi bloquer la réplication virale à l'intérieur de la cellule, une fois que le virus a pénétré dans la cellule. Okay. Donc ça, c'était les prémices qu'on avait, et ça a été, je veux juste dire, ça a été confirmé par la suite. On pourra donc en reparler. après, donc, il y a eu des études qui ont bien précisé les mécanismes d'action du SARS-CoV-2 sur l'organisme, sa façon de rentrer dans l'organisme, après de rentrer dans les cellules, de se répliquer. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette dimension, sur l'action spécifique du virus sur le système immunitaire, avec éventuellement voilà, les différentes phases de l'infection? Oui. Alors effectivement, il y a eu un effort de recherche colossal, évidemment, par rapport au fait que c'était un virus dont on ignorait à peu près tout. Et très rapidement, les modes de pénétration, tout ça, ça a été très clairement défini. Donc, il se fixe sur un récepteur, donc l'enzyme de conversion de l'angiotensine, qui est un récepteur très important pour la régulation de la tension artérielle. Et ce sont des mécanismes très importants, ce qui explique d'ailleurs aussi les complications thrombotiques en partie du Covid. Il a besoin de l'activation d'une protéase, d'une enzyme qui est à côté. Et puis, grâce à ça, il va pénétrer dans la cellule. Il va se multiplier dans la cellule, comme tout virus. Ça, je dirais, c'est pas nouveau. Mais ce qu'on a rapidement mis en évidence, c'est que ce virus a la capacité d'agir sur un gène qui s'appelle PAC1, PAC1, qui est une tréonékinase, peu importe. Et ce gène-là, en fait, va avoir deux effets dans les formes graves. Tout le monde n'a pas évidemment eu cette activation du PAC1, mais dans les formes graves, il va avoir deux effets. D'une part, PAC1 réduit l'immunité humorale, la production d'anticorps chez les malades, où il est activé. Donc ça voulait dire en clair que la réponse de ces malades-là contre le virus était énormément diminuée, qui ne se défendaient plus. Et puis l'autre effet de PAC1, c'est qu'il active NF-κB, qui lui va déclencher l'inflammation et l'orage cytokinique, le fameux orage cytokinique où il y a production de messagers inflammatoires, des cytokines qui vont attirer des cellules immunitaires au niveau des poumons et avec un développement d'une fibrose pulmonaire avec, dans les cas graves et dans les cas mortels, eh bien, il y a tellement de cellules pulmonaires, des pneumocytes qui sont détruites que les gens meurent. Donc finalement, la première phase, la phase virale, c'est une phase virale assez classique. Avec l'entrée dans la cellule. Voilà. Et après, derrière, ce qui est plus spécifique, c'était cette phase d'orage cytokinique, pardon,
qui créait les formes graves et finalement la mortalité, la létalité du virus. Tout à fait. Voilà. Et donc par rapport à ce fonctionnement du virus, comment la propolis peut prétendre à intervenir en amont en prévention, mais aussi aux différentes phases virales de la maladie? Tout à fait. Donc, on disait au départ sur les intuitions qu'ont les chercheurs quand ils disaient ce serait un bon candidat pour empêcher finalement le développement du virus. La propolis agit à tous les niveaux. La propolis bloque la fixation de la protéine spike, puisque ça tout le monde a entendu parler de la protéine spike. Donc la propolis bloque l'interaction de la protéine spike sur le récepteur ACE2. Une fois que la protéine spike est fixée sur le récepteur ACE2, il y a une protéase transmembranaire, la TMPRSS2, qui doit être activée pour que le virus puisse rentrer. La propolis inhibe aussi cette protéase. Au moment où le virus serait quand même rentré, vous avez formation de ce qu'on appelle un endosome, dans lequel le virus va favoriser la production de protéines par la cellule, de ces protéines virales, pour se multiplier. Là aussi, la propolis peut bloquer ce processus-là. Vous avez l'activation de PAC1. Donc PAC1, d'ailleurs, petite parenthèse, ce gène en question est aussi impliqué dans le cancer, 70% des cancers humains. La propolis est un des inhibiteurs très connus, naturels, de PAC1. La propolis a un effet anti-inflammatoire archi démontré parce qu'elle empêche l'activation du NF-κB, qui est le facteur nucléaire qui déclenche l'orage cytokinique. Donc là aussi, effet tout à fait démontré, la propolis empêche cette activation de NF-κB, et donc si vous n'activez pas NF-κB, vous ne produisez pas les cytokines qui provoquent les messagers, qui provoquent l'orage cytokinique, et vous n'attirez pas toutes ces cellules immunitaires au niveau du poumon qui provoquent la fibrose pulmonaire. Et je voudrais juste dire, parce que on a ces résultats quand même qui sont très intéressants, il y a eu des publications au Brésil sur des formes hospitalisées graves, en double aveugle, avec contre placebo, trois grands groupes, en fait, avec les soins standards pratiqués chez ces patients, donc intubés, ventilés, etc. C'est des formes graves, encore une fois. Et puis, 2 doses de propolis, 400 mg par jour et 800 mg par jour. Et les résultats sont très clairs. Le temps d'hospitalisation est réduit de 12 jours à 6 jours. Divisé par 2. Divisé par 2. Les complications, lésions rénales, passe de 24% 8, 24,8% de 25% à 4% 8. Les besoins d'injection de composés vasoactifs pour lutter contre les thromboses, etc., passent de 20% à 5%. Et les besoins de ventilation eux-mêmes passent de 19% à 5%. Donc là, c'est une étude qui a été faite au Brésil, sur plus de 150 patients hospitalisés pour des formes graves, je répète, et l'association de la propolis, dont là on n'est pas dans la substitution, là on est dans, est-ce qu'il y a un intérêt à associer la propolis aux soins standards qui sont faits dans les services, donc ventilation, composés vasoactifs, etc., les formes graves? Eh bien la réponse est très claire, et c'est du double aveugle. Donc il y a d'autres études en double aveugle. C'est une étude qui est sortie quand, ça? 2021. 2021. Donc finalement, c'était assez rapidement, finalement, dans les... Presque de suite après l'apparition des vaccins, on savait ça. Et comment t'expliques tout ce foin autour de l'hydroxychloroquine, et à côté de ça, une substance naturelle comme la propolis, qui coche beaucoup de cases, et qui finalement peut médiatiser, peut évoquer quand on parle de prévention et de curatif aussi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a quelque chose qui est quand même savoureux, enfin, je vais faire un peu l'avocat du diable. Le fameux PAC1 dont je parlais, en fait, qui provoque les formes graves, donc, pour le dire simplement, et les orages cytokiniques, il se trouve que la propolis l'inhibe, mais le curcuma aussi, l'artémisinine aussi. L'hydroxychloroquine est un inhibiteur de PAC1. Donc, j'ai aucun élément, je ne connais pas le produit, je ne l'ai pas utilisé, mais Raoult n'a pas forcément tort peut-être de dire que ça avait du sens. Bon, pour les formes graves, je parle. Mais là où la propolis de toute façon est supérieure, c'est que l'hydroxychloroquine, elle fait plein d'autres choses, exactement. Elle est antivirale, elle est immunostimulante, immunomodulante, exactement, anti-inflammatoire, donc vraiment agissant sur l'orage cytokinique, etc. Donc elle a tellement de potentiel dans
dans son activité que finalement, effectivement, pour moi, c'est de très loin la meilleure candidate. Alors, la propolis, en plus, a l'intérêt d'être une immunomodulante qui est susceptible d'agir sur l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc, à la fois l'immunité de nos muqueuses, pour le dire simplement, et l'immunité de la production d'anticorps, d'une part, humorale, et l'immunité cellulaire qu'on appelle les lymphocytes cytotoxiques qui détruisent les cellules infectées. Bon. Là, il y a des recherches, tu le sais, sur les vaccins intranasales. Ouais, on change un peu de fusil d'épaule par rapport à la production d'anticorps. Voilà. Les anticorps circulants étant pas forcément finalement les plus efficaces sur la maladie. Tout à fait. On est plutôt sur une stimulation des anticorps au niveau local. Exactement. Et c'est quand même quelque chose qui est du pur bon sens, vu que le virus pénètre par le nez, qu'il y a une muqueuse dans le nez qui a elle-même un tissu lymphoïde qu'on appelle le NALT, en anglais Nose Associated Lymphoid Tissue, que ce tissu immunitaire de notre muqueuse nasale contient des cellules qui sont susceptibles de produire des immunoglobulines A. Pourquoi ne pas passer par là, tout simplement? Et alors, les essais sur le vaccin par administration nasale montrent en plus que c'est la seule voie qui est susceptible d'induire la production d'immunoglobulines au niveau pulmonaire. Ce qui a peut-être fait défaut pour les gens qui ont fait les formes graves. Les formes graves. Donc, voilà, si on en revient à du bon sens, un virus qui rentre par le nez, pourquoi ne pas stimuler la production d'anticorps et l'immunité innée déjà de la muqueuse et empêcher le virus de pénétrer dans les poumons. En tout cas, ce qui semble assez logique là-dedans, c'est que cette stimulation de l'immunité au niveau nasal, on sait très bien depuis longtemps que l'entrée du virus se passe par là. Donc l'efficacité vaccinale dans le cas d'une stimulation au niveau nasal permettrait certainement des meilleurs résultats pour être préventif. Alors qu'on sait que les vaccins qui étaient en œuvre étaient plutôt sur la protection des formes graves. Donc une fois que la maladie était déjà présente, quoi. Tout à fait. Donc là, il y a un shift qui est en train de s'effectuer sur ces recherches-là. Et comment la propolis peut intervenir au niveau au niveau du nez, au niveau de l'immunité nasale? Il existe des sprays nasaux, qui contiennent de la propolis, du miel, et de l'eau de mer. Bon. On sait que la propolis est une immunomodulante qui agit sur l'immunité innée, augmentation du pouvoir de phagocytose de 20%, augmentation de la production d'anticorps pour les lymphocytes, et amélioration de la coordination de la réaction de l'immunité innée et adaptative. Parce que ça, personne n'en parle jamais aussi, mais c'est vachement important. Il n'y a pas l'immunité innée d'un côté, les muqueuses, les larmes, les muqueuses et les barrières épithéliales, et de l'autre côté, les vaillants lymphocytes qui produisent des anticorps dans le sang. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Ouais, c'est la même armée. Et voilà. Et il y a des molécules qui sont susceptibles d'accroître la coordination. Une armée, il vaut mieux qu'elle soit bien coordonnée, on est bien d'accord. C'est même axial, la logistique, tout ça dans les armées modernes. Bon, eh bien la propolis sait faire ça. La propolis sait faire ça, agir à la fois sur les composantes de l'immunité innée, de l'immunité adaptative, moduler dans le cas où il y aurait justement un excès de réaction immunitaire, style orage cytokinique, qui détruit le poumon. Souvenez-vous qu'après nous avoir dit il faut utiliser aucun anti-inflammatoire, on en est revenu quand même, pour les formes graves, à donner de la cortisone. Parce que l'orage cytokinique, quand il est manifeste, il faut bien le maîtriser à un moment. Vous arrêtez le feu, non? Bon. Donc à un moment, il faut bien empêcher ces gens-là de détruire leurs propres poumons. Donc pour toutes ces raisons, une forme d'administration de la propolis en intranasal par des sprays me semble assez idéal pour déjà empêcher le virus de pénétrer. Je ne reviens pas sur toutes les étapes qu'on a déjà évoquées. Elle empêche le virus de se fixer sur le récepteur, d'activer, de pénétrer dans la cellule, etc. Si vous empêchez tout ça déjà, il est évident que l'infection virale sera bien moindre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît tout à fait... pas que pour ce virus, mais pour ce virus, c'est tout à fait évident. Et puis je voudrais dire que là aussi, il y a beaucoup de recherche quand même qui est très active. Alors,
efficacité sur la réplication virale, je le dis parce que c'est quand même très savoureux, je veux dire. Étude en double aveugle. Hein. On compare l'efficacité de formes d'extrait de propolis avec le fameux remdesivir, hein, qui vous la peau des fesses, et qui a plein d'effets secondaires. Bon. Une solution alcoolique de propolis a 60-70% de l'efficacité du remdesivir, ce qui est déjà très notable, hein, puisque vous n'avez pas les effets secondaires et le système de santé appréciera l'économie en termes de coût. Seulement, il y a une recherche très active sur la propolis, dont on a développé des formes liposomiales de propolis. Hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une histoire de pharmacologie, de véhicules d'administration de la propolis. Et là, quand vous comparez les liposomes de propolis au remdesivir, vous avez la même efficacité statistique, sans les effets secondaires, et avec une réduction du coût pour les systèmes de santé qui est colossale. Donc, là aussi, il y a des choses qui se sont faites, et qui montrent tout l'intérêt de la propolis. Et encore une fois, ce sont des publications, ce sont des travaux de recherche, ce ne sont pas des augures, des hypothèses. C'est vrai qu'il y avait des hypothèses au départ, en 2020, 2021, il y avait des hypothèses sur l'action de la propolis. Enfin, ça cochait quand même quelques cases par rapport à ses propriétés, on va dire, établies. Et plus on en a su sur le SARS-CoV, son fonctionnement, la protéine spike, enfin les différentes mécaniques en œuvre au moment de l'infection, plus finalement les qualités et les propriétés de la propolis se révélaient pertinentes. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas si tu peux parler, il y avait une étude qui avait été faite aussi sur les soignants. Oui, tout à fait. Donc, Donc ça a été fait en Suède, en fait. Alors là, c'était avant les vaccins. Hein. C'était l'étude en question. C'est une étude sur 6 mois. Et elle consistait à étudier la réponse immunitaire naturelle de ces soignants qui étaient tous exposés. Hein, donc on est bien d'accord. C'était des soignants, 156 personnes de mémoire, oui c'est ça, qui étaient donc en contact journalier et dangereux, enfin potentiellement dangereux avec des malades du Covid, puisqu'il n'y avait pas de vaccin à l'époque. Donc ces soignants n'avaient que leur immunité, je dirais, quelque part pour les préserver. Et l'étude consistait justement à regarder, à caractériser leur immunité. Donc c'est très poussé, on a fait des prélèvements réguliers, etc. Et on a regardé globalement quelle était la réponse des gens a posteriori. On a fait de l'eau, les gens qui ont développé le Covid, symptômes plus confirmation à la PCR, et les gens qui ne l'ont pas développé. A posteriori, on a fait ça. Hein. Et puis, en ayant tout le tableau sous les yeux, on a essayé de comprendre quelle était la réaction immunitaire, s'il y en avait une particulière qui préservait d'attraper le Covid. Bon. Eh bien, en gros, pour résumer cette étude, l'étude montre que les gens qui avaient attrapé le Covid, qui avaient des symptômes plus confirmés par PCR, hein, donc il n'y a aucun doute, hein, mais ces gens-là, c'était plutôt des gens, alors déjà, qui ont les facteurs de comorbidité, des gens plutôt de sexe masculin, obèses, avec un surpoids et une hypertension. Hein. Bon, ça, c'était, disons, l'implication des facteurs de comorbidité. Et puis, quand on regardait leur réponse immunitaire elle-même, c'était une réponse immunitaire très globale, avec production d'interférones, d'immunoglobuline G, de granzymes, enfin plein de médiateurs inflammatoires, plus les lymphocytes cytotoxiques, enfin les polynucléaires neutrophiles, enfin, ils avaient activé toute leur réponse immunitaire pour finalement ne pas arriver à bloquer le virus. Hein. Et quand on comparait avec les individus qui, eux, n'avaient pas attrapé le Covid, en travaillant sur les mêmes lieux, en ayant le même risque, hein, eh bien on s'apercevait que c'était plutôt des femmes fumeuses. Donc là, l'hypothèse que font les chercheurs, c'est que une inflammation de bas grade maintiendrait un état de vigilance de l'immunité des muqueuses, justement. Les muqueuses, on en revient. Nez et poumons. Et c'est des femmes qui, majoritairement, en fait, des femmes, il n'y a pas que des femmes, mais en fait, c'est des soignants qui, majoritairement, avaient une réponse beaucoup moins globale sur le sens, on n'active pas, on ne fait pas la mobilisation générale, on n'active pas toutes les formes de cellules, les productions d'anticorps, d'interférons, etc. Mais beaucoup de production d'immunoglobuline A au niveau des muqueuses, et finalement, si on résume, c'est quelque part une réponse beaucoup plus spécifique des muqueuses, qui finalement perturbe la pénétration du virus et qui donc finalement est la plus à même
de protéger contre un virus, un Covid déclaré, hein, puisque ces gens-là, encore une fois, n'avaient pas à la PCR, n'avaient jamais eu de symptômes d'une part, et d'autre part confirmés à la PCR et au test antigénique, ils n'avaient pas eu d'infection au Covid. Donc cette étude est très intéressante aussi, et les chercheurs en France, le vaccin nasal risque d'être français, hein, puisqu'il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent, mais les plus avancés sont les Français. Donc il y a une équipe de l'INRAE qui est vraiment sur le point, qui a des résultats excellents, hein, en fait, qui a réussi vraiment à stimuler cette immunité des muqueuses, à produire des immunoglobulines A, et en même temps à induire une production d'immunoglobulines au niveau pulmonaire aussi, au niveau de la muqueuse pulmonaire. Et donc, eux, ils visent une sortie 2023, fin 2023, un truc comme ça. Mais c'est l'équipe la plus avancée. Parce qu'il y a d'autres équipes, mais qui n'arrivent pas à trouver les bons excipients pour que ça reste, pour que ça active vraiment l'immunité. Voilà. Et puis, il me vient une idée tout d'un coup, gens comme ça. Je veux dire, la propolis est aussi une candidate idéale comme excipient dans les vaccins pour stimuler la réponse immunitaire. Ouais. À la place de tous les excipients de vaccins qui sont très toxiques pour l'organisme, etc., etc. Ouais. Là aussi, il y a des études, il y a des recherches très poussées qui sont faites sur ça. D'utiliser plutôt la propolis comme excipient de stimulation du système immunitaire par rapport à la réaction vaccinale, que d'utiliser les produits plus ou moins de synthèse qu'on utilise. Donc, vraiment, sur tout le spectre de l'action immunitaire, la propolis est vraiment assez idéalement placée. Et puis, c'est quelque chose, encore une fois, qui nous étonne pas, n'est-ce pas? On la connaît bien, on a l'habitude de voir ce qu'elle peut faire sur l'organisme et sa finesse, en tout cas, dans son action et dans les réactions qu'elle peut provoquer. Alors, pour beaucoup de personnes, le Covid, c'est derrière eux, mais il y a encore des gens qui tombent malades, il y a toujours encore des petits pics épidémiques. Quel conseil donnerais-tu pour, dans une logique de prévention, dans l'utilisation de la propolis? Dans une logique de prévention pour les personnes fragiles, les insuffisants respiratoires, les gros fumeurs, enfin, les gens qui ont des raisons, ou les gens qui ont des facteurs de risque, obésité, etc., etc. Objectivement, prendre la propolis. Si on affine un peu au niveau pharmacologique, la voie d'administration préférentielle, ça me paraît un spray nasal, parce que quand on voit quand même les réactions immunitaires, tout ce dont on vient de parler, hein, la capacité justement d'une simple immunité des muqueuses d'empêcher le virus de pénétrer et de finalement déclencher toutes ces problématiques d'orage cytokinique, d'infection des poumons, etc. Donc voilà, ça peut être une prévention journalière et par quelques diffusions de spray dans le milieu. Tout simplement, voilà, une pulvérisation avant de s'exposer dans des lieux avec de la foule. Exactement. Parce que si on regarde bien, les gens encore aujourd'hui, ce que je comprends, mettent des masques pour aller dans les lieux où il y a la foule. Mais ce serait beaucoup plus efficace, un masque de chimie naturelle protectrice qui est de la propolis. Parce que vous allez stimuler l'immunité de la muqueuse, ce que vous ne faites pas quand vous mettez un masque, etc., etc. Et il y a les propriétés antivirales et aussi, les propriétés antivirales, etc. Voilà, donc de toute façon, vous allez avoir bénéficié de toutes ces propriétés qui sont favorables. Et donc oui, de toute façon, la réponse la plus appropriée, c'est ça. Et puis objectivement, même si probablement que des huiles essentielles sont efficaces et sont intéressantes, la quantité de travaux qu'il y avait la propolis, ça permet d'être beaucoup plus affirmatif, tu comprends ce que je veux dire? Parce que dans le cas de la propolis, il y a de tellement de nombreuses équipes qui travaillent, il y a le double aveugle maintenant, donc, les études que j'ai citées, il y en a d'autres qui sont disponibles, il y a vraiment des arguments de niveau de preuve scientifique. Et donc on en revient aussi à sa tolérance, c'est-à-dire que par rapport aux huiles essentielles, tolérance exceptionnelle. Voilà, il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Il y a une très bonne tolérance. Bon, il y a des allergies rares, mais ça peut se tester très simplement sur Clinicoud. Voilà, cette tolérance. Utilisable chez les femmes enceintes, tu as raison de le dire. Utilisable chez les femmes enceintes, chez des enfants. Je veux dire, la tolérance est vraiment exceptionnelle dans la mesure où vous n'êtes pas allergique. Donc voilà, écoute, je crois qu'on a fait un tour assez global de la question du Covid et de la propolis. J'espère que ça donnera des clés de compréhension et aussi voilà, une forme d'incitation à investiguer sur ce champ-là les gens au quotidien, voilà, pour
typiquement, être dans une logique préventive, ça peut être quelque chose de très intéressant et très simple à mettre en œuvre. Et c'est une demande qui existe, si tu permets, Jean, parce que je rédige de temps en temps pour la revue La Phytothérapie Européenne, et la rédactrice en chef me disait qu'elle a des demandes de médecins et de pharmaciens. Donc je veux dire, il y a des gens qui ne sont pas non plus dans le mainstream, et dans la vision caricaturale de tout ce qui peut être naturel, et à qui des patients font des demandes et qui cherchent honnêtement, objectivement, des solutions. Et donc c'est pour ça que j'essaie d'apporter des informations sourcées et scientifiques, parce que la vraie activité scientifique, c'est ça, c'est une activité collective d'échange d'informations, et il s'agit d'être honnête sur les informations qui sont voilà. Et aujourd'hui, sur la propolis, aujourd'hui, on a, enfin, en tout cas sur son action par rapport au SARS-CoV-2, on a la matière, les mécaniques qui sont en œuvre. Enfin, voilà, on a ce recul-là aujourd'hui, donc il n'y a vraiment plus de raison de se priver en fait de cette propolis pour ne serait-ce qu'une logique préventive, quoi. Tout à fait. Merci Lilian. Merci. À bientôt.